Vous la trouverez au XVIIe siècle, qui se perd après, parce qu'il devenait très difficile au XIXe siècle de dire tel mot vient de l'arabe au moment où l'Europe, et notamment la France, apportait la civilisation donc à ces pays. Et comment peut-on dire que ces pays sont barbares alors qu'on a pris des mots de... Alors pourquoi finir par dire que, par l'affirmation qu'il y a 2 fois plus de mots français d'origine arabe que de mots français d'origine gauloise? C'est très simple, vous savez, bon, c'est une formule choc, c'est fait exprès. Elle est mise en 4e de couverture, il y a au début de l'introduction. Mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, Henriette Walter, la linguiste qui a travaillé sur la question, donne 4192 mots venant de l'étranger, de langues étrangères, sur un ensemble de 35 000 mots. Vous ou moi, nous parlons le français, nous utilisons, on ne le sait pas, en moyenne 35 000 mots, en gros. Hein. De ces 35 000 mots, il y a 4 192 venant de l'étranger. Sur les 4 192, il y a 25% venant de l'anglais, jusqu'à aujourd'hui, hein, 16% de l'italien, 13% du germanique, et la 4e langue qui vient, c'est l'arabe. Ce n'est pas l'espagnol, c'est l'arabe. Si vous ajoutez le turc et le persan, ça fait presque 10%. Et 10%, c'est énorme. Quand vous pensez que le germanique, vous savez, c'est les Francs, qui a donné le nom à la France. L'arabe vient juste après le germanique. Donc c'est énorme comme présence arabe en France, ou dans la culture européenne même. L'histoire ne se contente pas de mettre, j'allais dire, le mot arabe et le mot français phonétiquement l'un en face de l'autre. Vous allez beaucoup plus loin. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que il y a des mots que nous utilisons aujourd'hui et que la plupart des gens reconnaissent comme justement des mots d'origine arabe, babouche, cumin, pourquoi pas. Enfin, des mots comme ça, klebs, même si c'est pas... Voilà. Mais il y a des mots quand même qui sont beaucoup plus surprenants. Quand on prend caramel, karama, oui. Karama, c'est la générosité en arabe. Oui. Alors, c'est ce voyage dans la transformation à la fois finalement phonétique, mais aussi au niveau du sens. Tout à fait. Le karama, donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais le L de caramel, en fait, c'est l'article qui a été renvoyé à la fin. El karama, caramel. Vous savez, en linguistique, enfin, dans les échanges, dans les emprunts, il se passe des tas de choses de bizarres. Hein. C'est comme Khwarizmi qui a donné algorithme. Hein. C'est quelque chose de... Mais le propre d'une langue qui est empreinte, de toutes les langues, toute langue a son génie. Et le propre de ce génie, c'est de défigurer les mots, de faire perdre la trace, la race, l'origine. Donc, ce que j'ai fait comme travail, c'est de dépister, donc de faire un dépistage. Oui, mais faire perdre la trace phonétique, mais faire perdre la trace du sens aussi. Le sens peut changer. De toute façon, dans une même langue, un sens peut changer. Hein, et on fait perdre le sens, ça dépend du siècle, c'est lui qui amène aussi le sens. Je vous donne un exemple, orange. Orange, le fameux mot orange, qui ne se dit pas pourquoi il viendrait de l'arabe. Parce que l'arabe littéraire, c'est naranj, lequel naranj vient du persan, en fait. Mais il y a eu l'orange amer, qui est venu de Perse, que les Arabes ont emmené en Sicile, et après de Sicile vers l'Europe méditerranéenne. Mais d'un autre côté, il y a eu l'orange douce, que les Portugais ont amené, vous savez, en arabe. Vous ouvrez le dictionnaire orange, qu'est-ce que vous trouvez? Portugal. Portugal. Portugal, c'est Portugal. Hein, Et ce sont les Portugais qui ont amené l'orange douce de Chine au XVIe siècle. Et Chine, ça vous dit rien? En tout cas, dans ma région, ça nous dit quelque chose. Chine, China, China. L'orange oui. Douce, dans l'Est, en tout cas algérien, se dit China. Et China, c'est Chine en portugais, en fait, quelque part. Vous voyez le mot, comment il voyage. Le son aussi, le sens, parce qu'on ne nous a jamais dit que naranj c'est orange amer et China c'est orange douce. Vous êtes à la base journaliste et romancier surtout. On vous doit déjà 3 romans, dont un qui vous a valu un prix, un notamment qui revient sur vous, une histoire parallèle un petit peu vous qui arrivez en 76 avec un écrit que vous avez envie de faire publier en France.
sans aucun a priori, et puis au fur et à mesure, vous vous rendez compte que dans la société française, comme dans toutes les sociétés au fond, il y a du racisme, de la haine de l'autre, du rejet, et on vous rappelle finalement à vos origines. Donc c'est tout ça pour dire un petit mot sur l'œuvre qui vous a fait connaître en France. Mais est-ce qu'on travaille sur le roman de la même façon qu'on travaille sur un dictionnaire? Non, c'est pas du tout le même travail. La fiction, c'est quand même la liberté par définition. Le fantasme, l'imagination, vous êtes libre, vous respirez. Et en même temps, j'ai voyagé avec ce dictionnaire. J'ai beaucoup voyagé. Parce que ce qui est très perceptible, c'est que vous donnez une définition rigoureuse du mot, certes, mais en donnant cette définition-là et en faisant le rapport avec le mot actuel qu'on connaît en français, vous avez l'impression que c'est comme si vous donniez une forme de filiation au mot, enfin vous traciez la filiation. C'est quand même une forme de roman de l'histoire du mot lui-même et comment il a voyagé. C'est tout à fait. Ça m'a amené, si vous voulez, à une interrogation d'importance aujourd'hui, c'est que l'intégration, puisqu'on parle d'intégration, l'interrogation qui m'est venue après, ou en plein milieu du travail, c'est que pourquoi les mots sont intégrables, sont réputés intégrables, sans rejet, sans résistance, et pas les individus. En d'autres termes, pourquoi l'intégration linguistique ne pose pas de problème ou passe sans aléa, contrairement à l'intégration des individus? Pourquoi l'intégration d'un mot arabe ne pose pas de problème, alors que l'intégration d'un individu arabe poserait problème? Comme diraient certains, on parle d'inassimilable. La question s'est posée, c'est sérieux. Et pour moi, ce n'est plus de l'ordre de la linguistique ni de la psychologie, c'est de l'ordre de la politique. Ce n'est pas parce qu'un mot, justement, en se l'appropriant et en lui donnant une phonétique propre, finalement, parce qu'il s'approprie le mot, voilà, le français s'est approprié ces mots arabes, mais avec sa propre phonétique, alors qu'un individu, on ne peut pas le teindre uniquement les cheveux en blanc, hein. Tout est là. Ça ne change pas grand-chose. Oui, et le mot, il faut qu'il perde ses traits d'origine. Tandis que l'individu peut perdre ses traits d'origine, alors là, il ne s'agit plus d'intégration, c'est assimilation, et pire que ça peut-être, je ne sais pas. Des mots, donc je disais que c'est vrai qu'il y avait des mots très très communs, mais il y a des mots qui sont très surprenants, par exemple chemise, qamis, il y a d'autres mots, le zéro à sifr, même si alors on a un peu de mal à comprendre le passage, sifr. 0, sifr, ça fait quand même, au niveau de la prononciation, une sacrée différence. Sifr a donné 0 et chiffre. Quand on dit sifr, c'est vrai que c'est plus proche de chiffre. Tout à fait. Bon. Mais sifr est passé par l'italien. Vous savez, la plupart des mots sont passés par l'espagnol ou l'italien. Hein. Sifr a donné en italien zefero. Après zefiro, et le fil à l'intérieur a sauté et on a eu zero. Zero. Zéro, c'est passé à 0. Le même mot, sifr, est passé à chiffre. Vous savez, à un certain moment, au XIIe siècle, chiffre ne voulait pas dire ce que dit aujourd'hui le mot. Donc, chiffre, c'était l'équivalent de 0. On prenait quelqu'un pour un chiffre, c'est pour rien. Il y a plusieurs siècles. C'est après, avec les mathématiques et tout, que ça a pris un autre chemin. Alors, il y a d'autres mots, hein, douane. Par exemple, qui sont très contemporains, douane. Hein. Une douane, ça sonne... Douane, qui a donné aussi divan, le même mot. À l'origine, chez les Ottomans, le cabinet donc, qui se réunit, c'est-à-dire le diwan, il y avait qui? Il y avait le ministre, le wazir, donc le vizir. Il y avait aussi le responsable de la monnaie. Et c'est ce vizir, ce ministre de la monnaie, qui a peut-être orienté vers douane, hein, donc le contrôle de la monnaie et tout, des frontières, si vous voulez. Mais le plus curieux, c'est que quand douane passe à divan après, vous savez, le U ou le W, c'est proche du V, c'est comme des langues, hein, même dans le berbère, c'est entre le B et le V. Donc c'est douane, le W ou le V, c'est proche du B, phonétiquement. Moi, vous me posiez au départ une question, effectivement, ça a fait partie de cette démarche. Quand j'étais gosse, donc à Guelma, dans l'Est algérien, qui a un parler particulier, donc on disait goudron ou coton, par exemple, on était persuadé que ça venait du français. Ce qui fait qu'on a traduit, on a arabisé le mot, on croyait arabiser le mot goudron. Alors que coton, eh bien, de cotton. Cotton.
alors que ça vient de l'arabe, et goudron aussi, donc le qutran. Et nous, on croyait qu'ils étaient français, donc on les arabisait pour dire comment. Quand j'étais enfant, on disait le goudron. Regardez comment, peut-être que ça vient du complexe de coloniser, donc de ce cher Frantz Fanon, mais on était persuadé que ça venait du français, alors que c'était l'inverse. Ce qui fait en faisant un contre-emprunt, on ne tombe pas forcément sur le mot d'origine. C'est-à-dire, en disant goudron, on n'est pas tombé sur le qutran, alors que le mot d'origine, c'est le qutran. Quel a été le mot ou les mots qui vous ont le plus marqué? Bergamote, c'est joli. Bergamote, qui penserait que ça vient du turc, hein, c'est pas de l'arabe. Bergamote. Alors on a dit que ça venait de Pergame, une ville en Italie, ou Bergama, ou... Non, c'est tout simplement quelque chose de délicieux. C'est Bey, on connaît ça, Bey, hein, l'Algérie, qui a été donc occupée par les Turcs. C'est la poire du Bey. Mais la poire, la meilleure poire, c'est la meilleure de... Donc bergamote, ça veut dire la poire du Bey, c'est-à-dire le meilleur fruit pour le Bey. Comment c'est passé à bergamote jusqu'à aujourd'hui au thé, ça c'est un mystère. D'autres surprises, il y a des surprises, mais il y a aussi des nouveautés. J'ose dire que tel mot vient de l'arabe, parce que dans les dictionnaires, si vous prenez trafic, vous trouvez dans tous les dictionnaires mots d'origine inconnue, ou alors ils partent de l'italien. Traffico. Et j'ai cherché, je suis persuadé que ça vient de l'arabe, tarwij. Tarwij, c'est la mise en circulation. Mot à mot, c'est le trafic de stupéfiants. Donc, et ça, c'est du XIIIe siècle. Hein. Donc, est passé donc, à l'italien, traffico, puis on a perdu la trace. Il y a des mots qu'on perd, effectivement, dont on perd la trace, mais il y a des mots dont on perd volontairement la trace, parce qu'on ne voudrait pas que ça Donc vous pensez qu'il y a quand même quelques mots qui sont consciemment et sciemment... Ah oui, bien sûr. Calam, le fameux calam, on maintient que c'est du latin, calamus, ou calamos grec. Calamus, le mot existait en latin depuis le IVe siècle avant l'ère chrétienne, la plante elle-même. Hein. Mais l'objet qui sert à écrire n'existait pas. On a dit que ça venait, on a situé l'existence du mot, on appelle ça donc l'occurrence l'attestation, c'est en 1359. Le mot lui-même existe vraiment communément en 1540. Et pourtant, qalam, nous, ça nous est familier à l'oreille, qalam. Puis, donc j'ai cherché, j'ai fait mes recherches, et je peux qu'être sûr que ça vient de l'arabe. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé chez un philosophe rationaliste arabe de Bagdad, qui est mort vers 868, il me semble, à Bagdad, Jahed, oui. Au IXe siècle. Il faut continuer dans la dico, Jahed, ça veut dire aux yeux globuleux. Voilà, tout à fait. Donc c'était un sobriquet pour le philosophe, qui ne méritait pas ça, parce qu'il avait autre chose de plus beau dans sa pensée. C'est un peu l'équivalent de La Fontaine sur un certain nombre d'aspects, dans le récit arabe et l'autodérision. Mais avec un côté scientifique, lui, parfois, il intervient parfois en scientifique et en rationaliste, ce qui était énorme, ce qui serait intéressant aujourd'hui de ramener ce rationalisme-là, justement. Et Jahed a fait un hymne, mais alors exalté au livre, au IXe siècle, figurez-vous, le livre, au IXe siècle, c'était le Moyen-Âge, presque, donc, en Europe. Donc, dans cet hymne, il parle justement du qalam. Et il le compare au bec d'une colombe penchée. Qalam, pour les Français peut-être qui nous écoutent, c'est le stylo. Voilà, donc, et qui est resté en français, entre autres, parfois chez les calligraphes, le calam. Donc on a dit calamus, bon, non. Alors, un mot dans un emprunt, ce qui fait loi, force de loi, c'est l'attestation écrite. C'est ça le problème. Il faut que la langue soit de tradition écrite. Bon, heureusement que l'arabe est de tradition écrite. Donc il y a des traces. Donc on le trouve chez Jahed au IXe siècle. Or, les dictionnaires placent au XIVe siècle l'attestation du mot calamus. Vous allez plus loin. Vous prenez le Coran. Iqra. Iqra. Voilà. Donc déjà, la première, il y a une sourate qui porte le nom aussi de Qalam. Et donc, et on dit aussi donc Ladhi allama bil qalami. Donc, c'est quand? C'est le 7e siècle, ça.
Le mot existait au 7e siècle, trace écrite, le Coran, bon, même si le Coran a été mis par écrit un peu plus tard, mais en tout cas, c'est le 7e siècle, le 8e siècle au plus tard. Donc voilà, la trace écrite fait force de loi dans la linguistique, dans les emprunts, l'histoire des emprunts. Or, les dictionnaires, pour ce qui est de calam, calamus, latin, nous donnent 14e siècle. Donc le mot est bel et bien d'origine arabe. Vous ajoutez qalam, vous savez, dans les langues sémitiques comme l'hébreu et l'arabe, c'est essentiellement sur 3 consonnes, hein, trilitères, ou 4 à l'arrière. Si vous changez de place une consonne, ça vous donne un autre mot. Un autre mot qui a un sens. Qui a un sens et qui peut avoir parfois, souvent, un rapport de sens avec le mot là, que vous avez transposé. C'est très simple. Ce qui est curieux, c'est qu'arabi et hébraï, pour dire hébreu et arabe, c'est les mêmes nombres de consonnes et les mêmes consonnes. Ça donne hébreu et arabe. Bah, dans le sens commun d'un mot, si vous intervertissez, donc vous avez un mot qui reste, donc vraiment avec un sens à lui. Et donc, si vous pensez qalam, ça vous dit rien d'autre, c'est kalam. C'est juste la première consonne qui change. Oui. Écoutez, dans une langue, ou pour l'écriture, il y a un mot qalam. Pour la parole kalam, c'est qu'il y a un rapport, effectivement, une structure prouvée. Il n'y a aucun doute que le mot kalam est d'origine arabe. J'aimerais quand même dire un petit mot sur la préface. Hein. C'est une préface qui vient quand même de Assia Djebbal. Depuis qu'elle est à l'Académie française, je crois que c'est la première fois qu'elle préface le livre ou l'œuvre de quelqu'un. J'imagine que ça vous fait plaisir. Un grand honneur. Elle m'a dit après plein de choses qui m'auraient fait rougir comme ça, mais c'est vrai qu'elle m'a dit, depuis l'élection à la coupole, donc sous la coupole comme on dit ici, j'ai eu plein de sollicitations et c'est la première fois que je dis oui, parce que ce travail, elle envoyait la portée. Alors moi, ce qui m'a quand même assez surpris, en tout cas ça peut intriguer le lecteur. En lisant juste les 3 premières phrases, pour ne pas dire les 3 premiers mots de la préface d'Assia Djebbal, elle dit le voyage des mots, de nos mots. Donc elle se met complice et elle s'associe totalement à ce que vous êtes et à votre démarche. Oui, tout à fait. De nos, elle met entre guillemets nos, et je crois qu'elle n'a pas oublié qu'elle parlait en tant qu'académicienne, donc. Mais c'est très beau parce qu'elle est à l'Académie française, elle reste algérienne. C'est tellement beau que moi j'étais honoré par le côté symbolique, vraiment symbolique. Ça faisait la boucle entre mon travail et sa préface. Je lui ai dit d'ailleurs, c'est curieux parce que il y a d'autres, bien sûr, vous savez, dans le jargon des académiciens, pour dire entrer sous la coupole, donc à l'Académie française, on dit ça y est, vous êtes coupolé. Coupolé. Je dis bon, Éric Orsena ou Max Gallo sont des coupolés. Assia Djebbal aussi. Sauf qu'il y a une différence, un plus pour Assia Djebbal. C'est que coupole vient de l'arabe. Merci, voilà. Donc coupole vient de l'arabe, donc... donc elle peut le revendiquer davantage. Voilà, davantage, donc... c'est pour la petite histoire, c'est pas... La dédicace que vous faites, par exemple, vous dédiez ce dictionnaire à votre fils, et vous le dédiez en même temps, enfin, dans les mêmes lignes, pratiquement, dans le même paragraphe, vous le dédiez aux aïeux de votre fils, donc à ses 2 grands-parents, l'un que vous appelez l'indigène, et puis l'autre l'angevin. Ces mots pèsent très très lourd au début. Quand on ouvre, on a l'impression qu'il y a quelque chose de lourd et de triste derrière, comme une forme de regret. Par rapport à cet enfant-là, c'est comme si... Enfin, c'est l'impression que moi j'ai eue, c'est comme si vous aviez envie de lui dire « Ne t'inquiète pas, regarde d'où tu viens ». Oui, d'où il vient des 2 côtés, donc de l'Anjou, sa mère, d'Angers donc, et de Guelma, donc son père. Et non, c'est ce que je lui dis, tu sais mon fils, si j'ai un patrimoine à te laisser, il est là. Hein. C'est une forme d'héritage. Oui, tout à fait. Et Assia Djebbal, d'ailleurs, dans la préface, dit quelque chose de très joli là-dessus. Les enfants qui sont justement héritiers d'une langue inventive. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'elle a bien vu la portée, parce que la portée, elle est là, dans la France d'aujourd'hui, peut-être dans l'Europe, parce que, bon, dans la France d'aujourd'hui, les enfants, on les a habitués à se référer, ou on les force à penser à un passé trouble ou conflictuel, par exemple entre l'Algérie et la France, jusqu'à maintenant, jusqu'à la vie des cités. Et si l'enfant, comme le souligne Assia Djebbal,
s'aperçoit, réalise qu'il a derrière lui un passé inventif, pas seulement dans la gastronomie, mais dans les mathématiques, dans l'astronomie. Ça va le mettre en harmonie avec la société d'accueil, qui est en fait pas une société d'accueil, c'est sa société, parce qu'il est français, il est en France, et ça va apporter cette sérénité qui a manqué donc à cette génération, et se dire, après tout, j'ai ma part, comme on dit en arabe, dans la langue et dans ce pays, sur cette terre et sur cette langue. Donc, comment voulez-vous que l'enfant, après ça, avec cette prise de conscience, ne se sente pas réévalué, entre guillemets. Ce dictionnaire des mots va peut-être inspirer quelque chose de plus, j'allais dire, peut-être de plus accessible eu égard aux structures de nos sociétés aujourd'hui, puisque la télévision demeure le moyen le plus, le plus large, enfin, le diffuseur le plus grand. Et apparemment, ces droits vont être achetés ou quelque chose un petit peu dans ce sens. Au théâtre, on ne dit jamais à l'avance. Hein, en tout cas, il a donné envie à des gens... À des producteurs d'acheter les droits pour en faire des petites séquences, des modules à la télévision de chaque fois 2 minutes 30 pour chaque mot. Donc l'histoire, quelque chose de plus animé, plus ludique aussi peut-être, je ne sais pas. Effectivement, mais il y a aussi un projet radio que je dois préparer. Un mot chaque jour, par exemple, le jour de la semaine. Donc ça va tenir sur une année, par exemple. On a vraiment l'impression que vous êtes fiers que ce travail-là tétille la curiosité des uns et des autres, et notamment dans les milieux, j'allais dire, des médias, afin de le vulgariser et de parler de ce thème apparemment qui vous est cher. Oui, et certes, il est d'actualité. Je n'ai pas pensé à l'actualité quand j'ai commencé à le travailler. Mais vous savez, je suis fier d'une chose, c'est d'avoir été jusqu'au bout de ce travail. Et puis, d'autre chose, d'avoir apporté des éléments de réflexion sur l'idée qu'il n'y a pas de langue de sang pur, comme dit Antoine de Rivarol, donc, du XVIIIe siècle, que je cite en exergue. Il n'y a jamais eu de sang pur, ni de langue sans alliage. Aucune langue, ou alors elle meurt. Une langue qui doit vivre et survivre doit emprunter, doit échanger. Donc, et toutes les langues se valent, il n'y a pas de langue supérieure, il n'y a pas de latin ou grec supérieur à l'arabe, ou d'arabe supérieur au berbère, ou au parler, comme on dit péjorativement, de parler d'Afrique noire. Un dialecte, c'est une langue à part entière. Et donc il n'y a aucun message c'est-à-dire personnel. Non, il ne faut pas ramener ça à soi. J'espère qu'il se trouvera des universitaires algériens qui vont faire un autre travail. Je ne sais pas, les mots arabes d'origine berbère, par exemple. Vous savez qu'il y a des mots d'origine berbère en arabe qu'on oublie. On oublie parce que, comme le français, l'arabe a complètement trituré, malaxé le mot. Je vous donne un mot, neggez, quand vous dites, je ne sais pas si vous dites ça. Oui, neggez, c'est pas. Sauter. Ça vient du berbère, parce que la forme, le final, ne peut être que berbère. Donc voilà. Donc le seul message, c'est ça, je maintiens, c'est la relativité des cultures. Il n'y a pas de culture supérieure à une autre. Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. C'est une très belle conclusion pour notre émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces petites anecdotes que je vous conseille. Puis vous allez en retrouver plein d'autres. Chaque mot a sa propre histoire, très drôle parfois, donc et surprenante souvent. Alors je vous le conseille vivement. Mots français d'origine arabe, au seuil, Salah Gamriche. Encore une fois, merci de nous avoir livré ce travail. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et à très bientôt.